Nous sommes une espèce autodestructrice. Ce n'est pas une phrase que je dis pour vous faire cliquer. Ce n'est pas une opinion. C'est une observation. Elle est documentée et elle se mesure dans votre corps à vous. En ce moment même, il y a du plomb dans vos os, il y a du plastique dans votre sang. Une équipe de l'université d'Amsterdam en a trouvé 17 échantillons sur 22 en 2022 et l'azote qui compose vos muscles pendant que vous m'écoutez a de bonnes chances d'être sorti d'un réacteur industriel. Vous n'avez rien signé, vous n'avez rien voté pour aucune de ces trois choses. Et surtout, aucune des trois n'a été mise là par un méchant. Aucune. Elles ont été mises là par des gens brillants, diplômés, couverts de prix, sincèrement convaincus de sauver des vies, et pour deux d'entre elles, c'est le même homme, un ingénieur américain qui a résolu deux problèmes qui tuaient des gens, et qui est mort persuadé d'avoir fait le bien. Ces deux solutions ont contaminé la planète entière, du sang des enfants jusqu'à la stratosphère. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. Et je vous le dis dès maintenant, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce que vous êtes venu chercher, notre espèce fabrique en permanence ce qui va la détruire. Et elle le fait sans le vouloir et elle est incapable de le voir venir. Pourquoi on ne le voit pas ? C'est la vraie question et la réponse est mécanique. Notre imagination a une portée, exactement comme un phare a une portée. Au-delà, ce n'est pas flou. Il n'y a rien, c'est le noir complet. Et voilà le problème qui devrait vous empêcher de dormir. On ne sent pas la limite. Personne ne s'est jamais dit « Attention, je vais sortir du champ de ma propre imagination ». Il n'y a pas de voyant qui s'allume, pas de sensation, rien du tout. On continue à avancer exactement avec la même assurance qu'avant. On construit dans le noir en croyant qu'il fait jour. C'est ça, être autodestructeur par construction, pas par cupidité, même s'il y en a, pas par folie, même s'il y en a, pas par complot, même s'il y en a. Non, nous fabriquons plus loin que nous ne voyons et nous ne savons pas que nous ne voyons plus. Et je vais le prouver 10 fois. 10 cas sur 4000, des alchimistes chinois jusqu'à votre poubelle de cuisine, à chaque fois des gens compétents avec un raisonnement juste et une intention correcte. À chaque fois, un résultat qui a dépassé de très loin tout ce qu'ils étaient capables de concevoir. Tout est sourcé, comme d'habitude, tout est dans la description, et vous pouvez me vérifier ligne par ligne. J'ai même écarté volontairement plusieurs cas très célèbres que vous attendez sûrement à trouver dans cette liste, parce que la recherche récente les démonte. La liste de ces cas écartés est aussi dans la description, avec les raisons. Le classement ne va pas dans le sens que vous croyez. Je ne classe pas par nombre de morts. Le numéro 1 n'est pas le plus meurtrier, loin de là, c'est celui où l'écart entre ce que les gens avaient dans la tête et ce qui s'est réellement passé est le plus grand. Si vous aimez ce genre de dossier long où on fouille vraiment, où on prend le temps de développer une pensée, alors n'hésitez pas à soutenir la vidéo en la likant, en la partageant, en la commentant, en la boostant et surtout en la regardant jusqu'au bout. Je sais, une vidéo d'1 heure, voire plus, c'est long. Mais le but est de réussir à la fin à raccorder tous les points pour vous montrer que, effectivement, ce n'est pas du putaclic, l'être humain est autodestructeur et va s'autodétruire. Mais pour cela, il faut un raisonnement long. Merci à tous ceux qui iront jusqu'au bout et vous me le direz, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Dernière chose avant d'attaquer, 3 questions vont rester ouvertes jusqu'à la fin. Pourquoi l'écart grandit avec le temps, alors qu'on est censé être de plus en plus savant ? Pourquoi dans presque tous ces cas, quelqu'un avait prévenu ? Et pourquoi ça n'a servi strictement à rien ? Comme je suis en train de le faire parfois malheureusement, j'ai l'impression qu'on parle des choses, mais que ça rentre dans une oreille et que ça sort par l'autre. Et enfin, dernière chose, celle qui m'a fait faire cette vidéo, est-ce qu'on est en train de recommencer là, maintenant, pendant que vous regardez votre écran ? Pour celle-là, je donnerai un chiffre à la fin, c'est le pire de tous. On démarre. Le nom de tout ça, avant qu'on en parle, on le doit à un philosophe allemand, Günther Anders, un type qui a fui l'Allemagne nazie et qui a encaissé Hiroshima. En 1956, il publie un livre traduit en français sous le titre « L'obsolescence de l'homme ». Dedans, il pose un concept simple, le décalage prométhéen.
Son idée, c'est que nos facultés n'avancent pas à la même vitesse. Notre capacité à produire a explosé, notre capacité à imaginer ce qu'on produit, elle, est restée à peu près où elle était il y a 10 000 ans. Anders le résume par une formule qui m'a scotché. L'homme technicien produit un monde qu'il n'est pas capable d'imaginer. Et il va plus loin, et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Il ne dit pas seulement qu'on n'arrive pas à se représenter, il dit qu'on n'arrive pas à ressentir. On est capable de rayer une ville de la carte, on n'est pas capable de pleurer 200 000 morts. Le chiffre entre dans la tête, et il s'arrête là. Il ne descend pas plus bas. Notre appareil émotionnel est calibré pour un village, pas pour une planète. Anders avait un mot pour les gens dans cette situation, les analphabètes de la peur. On sait lire les chiffres, on ne sait pas lire ce qu'ils annoncent. Et je vous le dis tout de suite, pour qu'on soit d'accord, ça vaut aussi pour moi. Je ne suis pas en train de vous expliquer que je vois mieux que les autres. Je suis en train de vous expliquer pourquoi personne ne voit. Et lui, il parlait de la bombe atomique. Il n'avait pas idée du reste. Je vous explique comment je classe, sinon vous allez m'engueuler en commentaire, et vous aurez raison. Je ne classe pas par nombre de morts ni par ampleur du dégât, je place par écart. Oh putain. Et lui, il parlait de la bombe atomique, il n'avait pas idée du reste. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on ne va pas classer par nombre de morts ni par ampleur des dégâts. Je classe par écart, c'est-à-dire par la distance entre le périmètre que les gens avaient dans la tête au moment de la décision et le périmètre réellement atteint. Cette distance se mesure de 3 façons. Dans l'espace, dans le temps et dans l'irréversibilité. Penser je fabrique un objet qu'on jette et produire une matière qu'on retrouvera dans le corps de ses arrière-petits-enfants, l'écart est colossal, même si personne n'est mort sur le coup. Et j'ai découvert un truc en préparant ce dossier, un truc que je ne cherchais pas. Quand on classe par écart, le classement se met presque tout seul dans l'ordre chronologique. Les plus petits écarts sont les plus anciens, les plus grands sont les plus récents. Ça donne 3 âges. L'âge de la main, l'âge de la paillasse et l'âge du système. Et je vais ajouter une chose à chaque cas, un petit compteur. À la fin de chaque numéro, je vous donnerai le temps qu'il a fallu pour que la chose soit partout. Pas le temps qu'il a fallu pour la comprendre, le temps qu'il a fallu pour qu'elle se généralise et qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Notez ce compteur au fur et à mesure parce que c'est lui qui va porter toute la fin de la vidéo. Premier âge, la main. Un homme, un geste, un outil. On voit ce qu'on fait, on touche ce qu'on fait et pourtant déjà, ça déborde. 25 décembre 1859, un bateau arrive à Melbourne. Un bord, une caisse envoyée d'Angleterre par le frère d'un colon australien, Thomas Austin. Dedans, 24 lapins capturés sur les terres familiales du Somerset. Austin les fait monter jusqu'à sa propriété de Barrow Park, près de Geelong. Objectif, avoir du gibier à tirer avec ses amis. Rien de plus. Et ce qu'il voyait, un parc de chasse, un morceau d'Angleterre transplanté dans le bush, à l'époque, ce n'est pas excentrique du tout. Austin est membre d'une société d'acclimatation, c'est une pratique encouragée, valorisée, et d'autres colons ont salué son initiative. Il a d'ailleurs fait venir bien d'autres choses, des lièvres, des merles, des griffes, des perdrix. Et surtout, il y avait déjà eu plus de 90 importations de lapins en Australie avant lui, dont au moins 30% relâchés dans la nature. La toute première remonte à 1788 avec 5 lapins domestiques débarqués à Sydney. Aucune n'avait rien donné, statistiquement. Austin avait toutes les raisons de penser qu'il ne se passerait rien. Ce qui est arrivé, en 3 ans, les lapins d'Austin se comptent par milliers. Il le dit lui-même et la presse locale le rapporte. En 50 ans, ils ont traversé un continent entier à environ 100 km par an. C'est la colonisation la plus rapide jamais enregistrée pour un mammifère introduit, toute espèce confondue. Sol érodé, végétation rasée, espèces indigènes chassées de leurs terriers, agriculture ravagée, l'Australie a construit des clôtures de plusieurs milliers de kilomètres, elle a lâché des virus et elle se bat encore aujourd'hui. On l'a longtemps supposé, sans pouvoir le prouver, jusqu'en 2022. Une étude publiée dans la revue PNAS menée par Cambridge et l'Institut portugais CIBIO a séquencé les lapins australiens et remonté leur ascendance jusqu'au sud-ouest de l'Angleterre.
toute l'invasion des sangs de cette seule caisse. Et la génétique montre pourquoi. Ce n'étaient pas des lapins domestiques comme les 90 fois précédentes, c'était des lapins sauvages, avec un patrimoine génétique différent. La même espèce, mais pas le même animal. L'écart, 24 animaux et un après-midi de chasse contre un continent. Et notez le mécanisme, il va revenir. Ce n'est pas la quantité qui fait la catastrophe, c'est le franchissement d'un seuil. 90 tentatives sans effet et une qui prend. Notre cerveau raisonne en proportion, 90 échecs, donc un risque quasi nul. Mais les systèmes vivants ne fonctionnent pas en proportion, ils fonctionnent en seuil. Et personne ne peut se représenter un seuil qu'il n'a jamais vu franchir. Compteur, 50 ans pour couvrir un continent entier. Si vous découvrez cette chaîne, c'est exactement le genre de truc que j'adore déterrer. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien et c'est ce qui me permet de continuer. Numéro 9. L'élixir d'immortalité. On remonte. Chine, 9e siècle, dynastie Tang. Des alchimistes taoïstes travaillent sur commande impériale. Mission, trouver l'élixir de longue vie. Leur idéologie n'est pas idiote, elle est cohérente avec la physique de l'époque. Si vous consommez des substances qui durent, la jade, l'or, le cinabre, vous absorbez leur durabilité. Vous devenez durable. C'est une théorie fausse, mais c'est une théorie, avec un raisonnement dedans. Ils mélangent donc du salpêtre, du soufre et des matières carbonées. Ce qu'ils voyaient, un remède. Le contraire exact de ce qu'ils ont trouvé. Ce qui est arrivé, on le sait par un document que je trouve extraordinaire, et ce n'est pas du tout un manuel de fabrication, le Zenyuan Miaodao Yaolue, désolé c'est compliqué à prononcer, un texte alchimiste du 9e siècle qui compile 34 recettes jugées trop dangereuses pour être recommandées. Ce n'est pas un livre de recettes, c'est une liste de choses à ne pas faire. Et dedans, cet avertissement traduit par l'historien des sciences Joseph Needham, certains ont chauffé ensemble du soufre, du réalgar et du salpêtre avec du miel, et il en est sorti une fumée et des flammes, leurs mains et leurs visages ont été brûlés, et même la maison où ils travaillaient a brûlé. Voilà le tout premier texte connu qui décrit la poudre noire, et c'est un texte qui dit surtout « ne faites pas ça ». Arrêtez-vous une seconde sur ce détail, parce qu'il est plus riche qu'il n'en a l'air. L'auteur voit parfaitement le danger immédiat. Il décrit des brûlures, l'incendie, il met en garde. Sa capacité à observer fonctionne très bien. Ce qu'il ne voit pas, absolument pas, c'est que ce truc qui brûle les barbes va servir à démolir des murailles. Il imagine un accident domestique, il ne peut pas s'imaginer une catégorie d'objets qui n'existe pas encore. Il a fallu environ 200 ans pour que ça devienne militaire. La première formule de guerre apparaît dans une encyclopédie militaire chinoise de 1044. Et encore 200 ans de plus pour que ça arrive en Europe. Et de là, les canons, la fin des châteaux forts, la fin d'un monde où les seigneurs derrière les murs étaient intouchables, les empires coloniaux et toute l'histoire militaire qui suit. L'écart. Ils cherchaient à supprimer la mort. Ils ont fabriqué l'outil qui allait l'industrialiser. Ce n'est pas un écart d'ampleur, c'est un écart de direction. Ils ne se sont pas trompés d'un facteur 10, ils se sont trompés de signe. Compteur, environ 500 ans, pour aller d'un atelier chinois au canon européen. Numéro 8, l'homme qui voulait vendre des Bibles. Mayence, vers 1450. Johannes Gutenberg met au point les caractères mobiles en métal. Ce qu'il voyait, un marché. Gutenberg n'est pas un idéaliste des Lumières, c'est un entrepreneur endetté jusqu'au cou. Son produit, ce sont des Bibles et surtout des indulgences, ces documents que l'Église vend pour la rémission des péchés imprimés à la chaîne. Le rêve commercial absolu, un formulaire standardisé vendu en masse avec un client unique et solvable qui s'appelle l'Église catholique. Il n'en profitera même pas, son associé Fuste lui fait un procès en 1455 et récupère l'atelier. Ce qui est arrivé, sa machine à vendre des indulgences a produit 60 ans plus tard le texte qui détruit le commerce des indulgences. Les thèses de Luther se diffusent à une vitesse impossible avant l'imprimerie, réforme, guerre de religion, 1 siècle et demi de massacre en Europe. Il y a pire que ça, et c'est la partie qu'on ne raconte jamais. En 1487, paraît un manuel écrit par 2 inquisiteurs, le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières,
un mode d'emploi, comment reconnaître une sorcière, comment l'interroger, comment la condamner. Sans imprimerie, ce texte reste dans 2 ou 3 bibliothèques monastiques et personne n'en entend parler. Avec l'imprimerie, il devient un best-seller européen. 28 éditions entre 1487 et 1600, selon Britannica, une trentaine de plus jusqu'en 1669. Adopté aussi bien par les catholiques que les protestants, ce qui en soi est une performance à cette époque. Et regardez ce qu'il fait exactement. Il ne crée pas la croyance aux sorcières. Elle existait avant. Il la standardise. Il transforme une superstition locale variable d'une année à l'autre en procédure uniforme applicable partout, avec les mêmes questions, les mêmes preuves, les mêmes conclusions. Et c'est un protocole. Un juge de Bavière et un juge d'Écosse peuvent désormais condamner de la même manière. Les historiens restent prudents sur le lien de causalité directe, et ils ont raison, le phénomène a plusieurs moteurs, économiques, religieux, climatiques, mais l'ordre de grandeur est documenté, on estime autour de 45 000 exécutions en Europe sur environ 2 siècles. L'écart, il voulait accélérer la vente d'un produit religieux, il a construit la première machine à faire virer une panique morale à l'échelle d'un continent. Et là, on tient quelque chose d'important. Peut-être le point le plus actuel de cette vidéo. Gutenberg n'a pas inventé un contenu. Il a inventé une vitesse. Il a fait baisser le coût de la copie. Personne, absolument personne n'a réfléchi à ce qui se passe quand une idée fausse coûte aussi peu cher à propager qu'une idée vraie. Parce que jusque-là, copier coûtait tellement cher qu'on ne copiait que ce qu'on jugeait vraiment important. Le coût faisait office de filtre. Gutenberg a supprimé le filtre sans s'en rendre compte et personne ne l'a remplacé. Vous voyez où je veux en venir ? Je ne le dis pas encore. Compteur, 50 ans pour passer d'un atelier à des centaines de villes européennes. Numéro 7 de ce classement, le sel de Sumer. Sud de l'Irak actuel, environ 4000 ans avant nous. Les Sumériens font quelque chose d'inouï. Ils détournent l'eau du Tigre et de l'Euphrate vers des champs. C'est l'invention de l'irrigation à grande échelle. Et ça marche, le surplus alimentaire permet à des gens de ne plus cultiver. Donc des prêtres, des scribes, des artisans, des soldats, c'est-à-dire la première civilisation urbaine de l'histoire. L'écriture elle-même naît de la comptabilité de ces surplus. Les premières tablettes ne sont pas des poèmes, ce sont des inventaires de grains. Ce qu'ils voyaient, l'eau qui arrive, du grain qui pousse, une ville qui grandit, un succès total et immédiat, visible. Et je précise parce que c'est important pour la suite. Ils avaient raison, ça a fonctionné pendant des siècles. Ce qui est arrivé, l'eau d'irrigation transporte des sels dissous. Sans drainage suffisant, elle s'évapore et laisse du sel sur place. Chaque année, une couche de plus. Invisible. Aucune génération ne voit la différence entre son année et l'année de son père. On le lit dans les cultures. Le blé et l'orge se partagent les champs à peu près à part égale vers 3500 avant Jésus-Christ. Vers 2500, l'orge, beaucoup plus tolérante au sel, représente environ 80% de la récolte. Vers 2100, le blé est tombé à environ 2%. Vers 1700, on n'en cultive plus du tout dans le sud. Personne n'a décidé d'arrêter le blé. Il n'y a pas eu de réunion, pas de décret. Année après année, des agriculteurs individuels ont constaté que le blé rendait mal et que l'orge rendait mieux. Et ils ont semé de l'orge. Chaque décision était rationnelle. Mise bout à bout sur 15 siècles, elle dessine la courbe d'un sol qui meurt. Ces chiffres viennent d'un article de Thorkild Jacobsen et Robert Adams, publié dans la revue Science en 1958. Je précise parce que je ne vends pas plus que ce que je ne peux trouver. Le rôle exact du sel dans l'effondrement politique sumérien est débattu depuis, notamment par l'assyriologue Marvin Powell en 1985. Ce qui n'est pas débattu, c'est le basculement des cultures et la chute des rendements. Le sol s'est dégradé et c'est écrit dans leur propre comptabilité. Ici, l'écart, il n'est pas dans l'espace, il est dans le temps. Entre le geste et la conséquence, il y a 3 siècles, c'est-à-dire 10 générations, un délai physiquement hors de portée de la conscience humaine. Et là, je marque un temps parce que ça me parle personnellement. Depuis que je suis installé, j'ai planté énormément d'arbres et je sais parfaitement que je ne verrai jamais
la plupart d'entre eux adultes. Quand je plante, je fais un geste dont le résultat m'échappe complètement, dans le bon sens, je l'espère. C'est une des rares fois où on agit volontairement à une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Et c'est difficile, il faut se forcer. Ça ne vient pas naturellement. Le Sumérien qui creuse son canal fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Sans le savoir, il agit sur 3 siècles en croyant agir sur une saison. On a donc un compteur à 3 siècles pour que le sel gagne toute la plaine. On est à la fin du premier âge. Ces 4 cas ont un point commun. Un individu qui fait un geste avec ses mains et le geste voyage plus loin que lui. Mais on peut encore désigner le responsable. On peut encore mettre un nom sur la ligne. Ça, c'est fini. Deuxième âge, il commence à peu près avec le XXe siècle. Le geste n'est plus un geste, c'est une molécule. Un homme dans un laboratoire produit quelque chose qui n'existait pas dans la nature, l'industrie s'en empare et ça se retrouve partout. Nouveauté par rapport à l'âge numéro 1, l'inventeur ne voit plus du tout son produit, il ne le suit pas, il ne le touche pas, il ne sait même pas où il finit. Entre lui et la conséquence, il y a une usine, un marché et des millions d'utilisateurs. Sa responsabilité, elle, se dilue dans la chaîne. Et il y a une deuxième nouveauté encore plus lourde, ces molécules n'existent nulle part dans la nature, donc il n'y a aucun organisme nulle part qui ait appris à le digérer. Nous arrivons donc au numéro 6. En 1957, le laboratoire allemand Chemie Grünenthal commercialise un sédatif. Nom de marque, Contergan et une trentaine d'autres selon les pays. Ceux qu'ils voyaient, un médicament exceptionnellement sûr. C'était même l'argument commercial central, on ne lui connaissait pas de dose létale. On pouvait en avaler beaucoup sans en mourir, ce qui, à une époque où les somnifères servaient couramment à mettre fin à ses jours, était présenté comme un progrès de sécurité majeur. Il s'est vendu sans ordonnance dans 46 pays, sous une trentaine de noms différents. Et il calmait très efficacement les nausées de début de grossesse. Ce qui est arrivé, plus de 10 000 enfants nés avec une malformation sévère, principalement des membres atrophiés ou absents. Environ la moitié sont morts dans les premiers mois. L'angle mort, pourquoi personne n'a testé sur des femmes enceintes? Parce que la médecine de l'époque croyait à quelque chose qui paraît aujourd'hui aberrant. Le placenta était considéré comme une barrière, un mur. On pensait sincèrement que l'utérus était une forteresse isolée du reste du corps et qu'une molécule prise par la mère n'atteignait pas le fœtus. Ce n'était pas de la négligence, c'était le paradigme dominant, enseigné et partagé. Aucune raison de tester ce qui, par construction, ne pouvait pas passer. Deuxième couche de malchance, la molécule a été testée sur des rongeurs et les rats sont, pour des raisons encore mal comprises aujourd'hui, à peu près insensibles à cet effet. Le test disait vrai, le test ne posait pas la bonne question. Et il a fallu une personne pour bloquer ça aux États-Unis, Frances Kelsey, à la FDA, sur son deuxième dossier depuis son embauche. Elle a refusé l'autorisation en réclamant les 2 données supplémentaires sous la pression du laboratoire américain qui voulait commercialiser. Elle avait, elle, en tête que des substances pouvaient franchir le placenta. Une personne, un dossier et des milliers d'enfants américains qui ne sont pas nés handicapés. Ici, l'écart, c'est qu'il croyait manipuler un objet inoffensif et il manipulait un objet qui agissait sur la construction même d'un être humain dans une fenêtre de quelques semaines entre le 20e et le 36e jour après la conception. Et ici, l'imagination n'a pas manqué de paresse. Un mur qu'on croit solide, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière. Et toute la sécurité du médicament reposait sur une cloison qui n'existait pas. La catastrophe n'est pas venue d'un chiffre faux. Elle est venue d'un présupposé que personne ne pensait à écrire. Parce que tout le monde le partageait. Les présupposés partagés ne sont jamais dans les protocoles. Ils sont invisibles précisément parce que tout le monde les a. Et le compteur, c'est 4 ans pour être en vente libre dans 46 pays. Cas numéro 5. On revient à celui par lequel j'ai commencé. Thomas Midgley Jr., ingénieur chez General Motors, plus de 100 brevets à son nom. Premier acte, 1921, les moteurs cognent, le fameux cliquetis, ce qui limite le taux de compression, donc le rendement. Midgley trouve l'additif miracle, le plomb tétrathyle. Problème réglé,
il est célébré. Et là, je dois être précis parce que ce cas n'est pas pur. Et je ne vais pas vous raconter une histoire plus propre qu'elle ne l'est. La toxicité aiguë du plomb, elle, était connue. Elle a même été spectaculaire. Entre 1923 et 1925, une quinzaine d'ouvriers meurent sur les chaînes de production. L'usine Dupont de Deepwater, dans le New Jersey, est surnommée par les ouvriers eux-mêmes la maison des papillons, parce que les intoxiqués voient des insectes voler autour d'eux. Et l'usine de Bayway, toujours dans le New Jersey, est fermée par l'État après 5 morts en 2 mois, avec des dizaines d'hospitalisations et des crises de folie violentes. Midgley lui-même part en convalescence en 1923 pour intoxication au plomb. Et il tient quand même une conférence de presse où il se verse le produit sur les mains et respire les vapeurs pendant 60 secondes devant les journalistes. Ça, ce n'est pas un défaut d'imagination, c'est autre chose et ça a un autre nom. Le défaut d'imagination est ailleurs et il est total. Personne n'a imaginé la dispersion. Personne ne s'est représenté ce que devient un métal qu'on brûle dans des centaines de millions de moteurs américains pendant 60 ans. Il ne reste pas dans l'usine, il monte, il retombe, il entre dans les sols, dans les poussières des villes, dans les poumons, dans le sang des enfants, et il se dépose jusque dans les glaces du Groenland, où on peut aujourd'hui lire l'histoire de l'automobile en creusant une carotte de glace. On est passé d'un problème d'ouvriers exposés dans un atelier à un problème de tout le monde. Partout. En permanence. Ce ne sont pas les mêmes catégories mentales. On savait gérer un atelier dangereux. On avait des masques, des règlements, des inspections. Personne n'avait jamais eu à régler un problème d'atmosphère. Deuxième acte, 1928. Un autre problème réel. Les réfrigérateurs domestiques tuent. Ils fonctionnent à l'ammoniac ou au dioxyde de soufre et une fuite dans une cuisine pendant la nuit peut tuer une famille entière. Midgley cherche un gaz qui ne brûle pas, qui ne réagit avec rien, qui ne soit pas toxique. Il trouve les chlorofluorocarbures, le fréon. Et c'était un excellent produit, honnêtement. Il a permis la chaîne du froid, donc la conservation des aliments, donc des vaccins, donc la climatisation de régions entières. Ce qui est arrivé ? Sa qualité maîtresse était son défaut fatal, parce qu'il ne réagit avec rien. Rien ne le détruit dans la basse atmosphère. En 1971, James Lovelock mesure les CFC dans l'air et constate que la concentration correspond à peu près à tout ce qui a jamais été produit depuis 1928. Rien n'a disparu, tout est encore là et tout monte lentement. En 1974, dans Nature, Mario Molina et Sherwood Rowland publient le mécanisme. Arrivés dans la stratosphère, ces molécules libèrent du chlore. Et un seul atome de chlore peut détruire de l'ordre de 100 000 molécules d'ozone avant d'être neutralisé. Une réaction en chaîne. Ils ont été moqués et Dupont a payé une pleine page dans le New York Times pour expliquer que rien n'était démontré et qu'il était trop tôt pour conclure. Puis, mai 1985, Joseph Farman et ses collègues du British Antarctic Survey publient leurs mesures au-dessus de l'Antarctique. L'ozone a chuté d'environ 40% au printemps austral. Le fameux trou de la couche d'ozone. Et voilà le détail qui résume toute cette vidéo. Celui que je voulais absolument vous mettre sous le nez. Ce trou n'avait pas été prédit. Il n'était pas dans les modèles. Une évaluation de l'Académie américaine des sciences en 1982 tablait sur 5 à 9% de perte globale en 100 ans. Le comité Nobel l'a écrit noir sur blanc en 1995. La destruction observée dépassait de loin ce que les calculs annonçaient. Autrement dit, même les gens qui avaient raison s'étaient trompés. Molina et Rowland, les lanceurs d'alerte, les moqués, ceux qui ont eu le Nobel pour ça, étaient encore trop optimistes. Ce n'était pas seulement que l'industrie n'écoutait pas, c'est que même la prévision la plus alarmiste disponible était en dessous du réel. L'écart, c'est qu'à la base, il voulait éviter qu'une famille meure d'une fuite de frigo, et il a modifié la chimie de la haute atmosphère de la planète. Et regardez le mécanisme une dernière fois, ce n'est pas la toxicité du produit qui a fait le désastre, c'est son innocuité. C'est parce qu'il ne faisait rien qu'il a pu aller partout. Ce produit est tellement inerte qu'il est dangereux, n'est pas une phrase que le cerveau humain formule spontanément. Retenez celle-là, on va la revoir à la fin
sous une autre forme. Et pour le compteur, environ 30 ans ont été nécessaires pour équiper les moteurs et les frigos du monde entier. Maintenant le numéro 4, en 1908, Fritz Haber dépose un brevet sur la synthèse de l'ammoniac à partir de ces éléments. Karl Bosch le porte à l'échelle industrielle. C'est probablement le procédé chimique le plus important jamais mis au point. Le problème qu'il résolve est immense et parfaitement réel. L'azote est l'engrais limitant de toute l'agriculture. L'atmosphère en contient plus de 78%, mais sous une forme que les plantes ne peuvent pas utiliser. À l'époque, on dépend du guano et des nitrates du Chili, des ressources finies qu'on va chercher à l'autre bout du monde, et de grands savants annoncent publiquement une famine mondiale d'ici quelques décennies. Ce qu'ils voyaient, la fin de la faim. Du pain tiré de l'air, Haber reçoit le prix Nobel en 1918. Ce qui est arrivé en 3 temps. Premièrement, ça a marché au-delà de tout. Selon l'étude de référence d'Erisman et de son équipe, publiée dans Nature Geoscience en 2008, l'azote de synthèse nourrissait environ 48% de la population mondiale en 2008 et on estime qu'il a permis 42% des naissances du siècle écoulé. Autrement dit, il y a une chance sur 2 que vous existiez à cause de ce procédé. Et l'azote qui compose vos protéines en ce moment, dans vos muscles, a de bonnes chances d'être passé par un réacteur industriel. La même étude calcule que la productivité agricole est passée d'environ 1,9 à 4,3 personnes nourries par hectare en un siècle. Deuxièmement, le même procédé fabrique les explosifs. C'est la même molécule de départ. Sans lui, l'Allemagne coupée des nitrates chiliens par le blocus britannique n'aurait pas tenu un an. En 1914, la guerre de 14 aurait pu s'arrêter faute de munitions. La même étude relie l'azote réactif à un ordre de grandeur de 100 à 150 millions de morts dans les conflits du XXe siècle. Haber, par ailleurs, a personnellement dirigé le programme de gaz de combat allemand. Et enfin, troisièmement, et c'est le point qui compte pour ce classement, l'efficacité d'utilisation de l'azote dans les céréales est passée d'environ 80% en 1960 à environ 30% en 2000. Traduction, les 2/3 de ce qu'on épand aujourd'hui partent ailleurs, dans les nappes phréatiques, dans les rivières, dans les estuaires, où ça provoque des proliférations d'algues et des zones mortes où plus rien ne vit. Et dans l'atmosphère sous forme de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre très puissant. Ils ont voulu régler une famine annoncée. Ils ont créé une dépendance dont on ne peut plus sortir. Parce que c'est ça le vrai sujet. Et c'est pour ça que ce cas est si haut. On peut arrêter le fréon. On l'a fait. Protocole de Montréal 1987. Et l'ozone remonte lentement. On prévoit un retour au niveau de 1980 entre 2050 et 2070. On peut arrêter le plomb dans l'essence. On l'a fait aussi. On ne peut pas arrêter Haber-Bosch. Il n'y a pas de bouton. Retirer l'engrais de synthèse, c'est retirer la nourriture de plusieurs milliards de personnes vivantes aujourd'hui avec des noms et des visages. L'irréparable, ce n'est pas seulement ce qui casse, c'est ce dont on ne peut plus sortir sans que ça casse. Et le compteur, c'est qu'il a fallu environ 50 ans pour devenir la base de l'alimentation mondiale. Fin du deuxième âge, on sait encore nommer les hommes. Midget, Haber, Grunenthal, ça aussi maintenant, c'est fini. Et on passe au troisième âge, le plus récent, et surtout le plus vertigineux. Ici, il n'y a pas d'inventeur, il n'y a plus de moment de décision, il n'y a plus de signature en bas de la page. Il y a des organisations, des marchés, des administrations et des millions de gestes individuels parfaitement raisonnables qui s'additionnent en quelque chose que personne n'a voulu. Et c'est précisément pour ça que les écarts y sont encore plus grands. Un homme seul peut se tromper d'un facteur 1000. Un système, lui, peut se tromper sans que personne, nulle part, n'ait jamais rien imaginé du tout parce qu'il n'y a personne dont le métier soit d'imaginer. Chacun fait sa part correctement et la somme n'appartient à personne. Et on passe à notre numéro 3, 1896, un officier de cargo, Henry Denson, ramasse un caillou bizarre sur une petite île du Pacifique et le rapporte au bureau de sa compagnie à Sydney. Il pense que c'est du bois pétrifié. Le caillou sert de cale-porte pendant 3 ans. Puis, quelqu'un le fait analyser.
c'est du phosphate quasiment pur, formé sur des millions d'années par les fientes d'oiseaux marins. Les Allemands appelaient cette île Pleasant Island. Nous, on la connaît sous le nom de Nauru. 21 km², à peu près 10 millions d'habitants. Ce qu'ils voyaient, le jackpot. Pendant longtemps, ce sont les puissances coloniales qui ramassent plus de 35 millions de tonnes exportées avant l'indépendance de 1968. Puis, les Nauruans reprennent la main sur leurs propres ressources, ce qui est parfaitement légitime, c'est chez eux. Et là, ça décolle. Dans les années 70, le PIB par habitant atteint environ 50 000 $. Deuxième pays le plus riche du monde derrière l'Arabie Saoudite. Pas d'impôts, santé et éducation gratuite des propriétaires terriens qui touchent des royalties sans travailler. Et attention, parce qu'ils n'étaient pas idiots, ils avaient anticipé la fin. Ils ont créé un fonds souverain qui investissait dans l'immobilier étranger, exprès pour vivre de ses revenus quand le phosphate serait épuisé. Sur le papier, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ce qui est arrivé, le phosphate n'était pas une ressource dans l'île. C'était l'île, le sol lui-même. L'extraction s'est faite à ciel ouvert en enlevant toute terre végétale. Aujourd'hui, environ 80% de la surface, l'intérieur que les Nauruans appellent le topside, est un champ de pinacles de corail nu pouvant monter à 15 mètres. Rien n'y pousse. Le substrat organique a mis des millions d'années à se former. Il a été physiquement retiré et embarqué sur des bateaux. Il n'y a pas de restauration possible à l'échelle humaine. Les chercheurs sont formels là-dessus. Ce qui a été exporté ne revient pas. Toute la population vit sur une bande côtière d'environ 300 mètres de large. Le fonds souverain, lui, a été dilapidé en mauvais placement. L'île importe la quasi-totalité de sa nourriture et vit d'aide extérieure, de vente de passeports et de l'hébergement d'un centre de rétention pour le compte de l'Australie. L'écart, c'est qu'ils croyaient exploiter une richesse. Ils exportaient leur propre pays par bateau entier avec des factures et des reçus. Et le plus intéressant, c'est justement le fonds souverain. Ils avaient imaginé la fin de l'argent. Ils avaient parfaitement compris que le phosphate s'épuiserait et ils avaient préparé une solution financière. Ce qu'ils n'ont pas imaginé, ils avaient parfaitement compris que le phosphate s'épuiserait et ils avaient préparé une solution financière. Ce qu'ils n'ont pas imaginé, c'est la fin du sol. Personne ne s'est dit, au fait, quand on aura tout vendu, sur quoi est-ce qu'on marche ? La question ne s'est pas posée parce que dans nos catégories mentales, la terre est le décor, pas la marchandise. Et notez la boucle, elle est cruelle. Ce phosphate est parti où ? Dans les engrais. Il a nourri les champs du reste du monde. L'île a été démontée pour alimenter le même système agricole qui tourne à l'azote de Haber. Le numéro 3 et le numéro 4 de ce classement sont le même flux vu des deux bouts. Et le compteur, c'est que ça s'est fait en environ 70 ans pour démonter une île entière. On arrive à notre numéro 2, en Chine en 1958, grand bond en avant. Campagne des 4 nuisibles, rats, mouches, moustiques et moineaux. Pourquoi les moineaux ? À cause d'un raisonnement. Les paysans se plaignent que les oiseaux mangent le grain. On estime la quantité de grain consommée par un moineau et par an, on multiplie par le nombre de moineaux, on divise par la ration annuelle d'un adulte et on obtient un nombre de personnes qu'on pourrait nourrir en supprimant les oiseaux. Le calcul est juste. Arithmétiquement, il est juste. Les moineaux mangent bien du grain et la quantité annoncée est à peu près la bonne. Ce qu'ils voyaient, une addition. Une nation entière est mobilisée, les gens détruisent les nids, tapent sur des casseroles et des gongs pour empêcher les oiseaux de se poser jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. En 2 ans, on estime autour de 2 milliards d'oiseaux tués. Localement, l'espèce disparaît. Qu'est-ce qui est arrivé ? Les moineaux mangent du grain en hiver, quand il n'y a rien d'autre, mais en été. Ils mangent surtout des insectes et ils nourrissent leurs petits exclusivement avec des insectes. Criquets, foreurs du riz. Le moineau était le pesticide du système dans un pays qui n'avait pas de pesticides chimiques. Sans eux, explosion de ravageurs, invasion de criquets, rendement en chute, la campagne est annulée en 1960 et les moineaux sont remplacés dans la liste par les punaises de lit. Trop tard. Il faut le dire clairement parce que ça change la nature du cas. Des scientifiques avaient prévenu en amont. L'ornithologue Cheng Cao-Xin, une des grandes figures de la discipline en Chine. Le biologiste Zhu Xi,
qui citait un précédent prussien du XVIIIe siècle où une campagne du même type avait déjà provoqué une explosion d'autres nuisibles. Le cas d'école existait, il était documenté, il était sur la table. Ils ont ignoré. Longtemps, c'est resté une anecdote, faute de chiffres. Plus maintenant. Un travail de recherche de juillet 2025, mené notamment par Eyal Frank de l'Université de Chicago, croise des données agricoles historiques numérisées avec des modèles d'habitat favorables aux moineaux. La méthode est propre. On compare l'évolution des rendements dans les comtés où les moineaux étaient nombreux et dans ceux où ils l'étaient peu, avant et après 1958. Les deux groupes suivaient exactement la même trajectoire avant. Après, ceux qui avaient perdu le plus d'oiseaux décrochent nettement et ça ne s'explique pas par une application plus zélée des autres politiques du grand bond. Leur estimation, environ 2 millions de morts attribuables spécifiquement à l'éradication des moineaux à l'intérieur d'une famine qui en a fait entre 15 et 45 millions. C'est pour moi le cas le plus glaçant de la liste et ce n'est même pas le premier. Parce que ce n'est pas de l'ignorance, c'est un savoir tellement précis et tellement partiel qu'il a produit de la certitude. Ils n'ont pas agi dans le doute, ils ont agi avec un chiffre et un chiffre ça ferme le débat, c'est même exactement à ça que ça sert. L'écart ici, c'est un modèle juste sur une variable, muet sur toutes les autres et 2 millions de morts dans le silence de la case manquante. Retenez ce mécanisme précis, parce que c'est le plus transposable de toute la vidéo. Le danger n'était pas ce que le monde disait de faux, il était dans ce que le modèle ne disait pas du tout. Et un modèle ne signale jamais ce qu'il ne contient pas. Et le compteur, c'est qu'il a fallu 2 ans pour éradiquer une espèce sur un pays entier. Et maintenant, le numéro 1, on arrive au sommet. Je le rappelle une dernière fois, ce n'est pas le plus meurtrier. C'est le plus grand écart. Le plastique n'a pas été inventé pour être jeté. C'est même exactement l'inverse. Quand on met au point les premières matières plastiques, l'argument de vente, c'est la noblesse. Ça remplace l'ivoire, l'écaille de tortue, la corne. C'est un matériau précieux, résistant, inaltérable, increvable. C'est sa qualité, c'est ce qu'on met en avant. Et puis, dans les années 50, il se produit un basculement, et ce basculement était délibéré. Il fallait trouver des débouchés à une capacité de production devenue énorme après la guerre. On a donc vendu activement l'idée de le jeter. En 1955, le magazine Life publie un article resté célèbre, Throwaway Living, la vie jetable, avec une photo d'une famille, les bras levés au milieu d'un nuage d'objets à usage unique. Le message: plus de vaisselle, plus de corvée, la libération. Ce qu'ils y voyaient, c'était du confort, de l'hygiène, du temps libre. Et honnêtement, ce n'était pas faux. Le plastique jetable est un progrès sanitaire réel en médecine. Les seringues à usage unique ont sauvé des millions de vies. Et c'est un progrès de vie quotidienne pour des millions de gens. Personne dans ce raisonnement n'a jamais fait l'addition des deux propriétés. Increvable plus jetable. Un matériau conçu pour ne jamais se dégrader, affecté à un usage de quelques minutes. C'est une contradiction absolue et elle est passée totalement inaperçue parce que les deux qualités étaient vendues par des services différents à des époques différentes. Ce qui est arrivé, le chiffre de référence vient de l'étude de Gever, Jambeck et Lowe, publiée dans Science Advances en 2017, la première comptabilité mondiale de tout le plastique jamais produit. 8,3 milliards de tonnes de plastique vierge produites sur 6,3 milliards de tonnes de déchets générés à cette date. Environ 9% recyclés, 12% incinérés et 79% accumulés en décharge ou dans la nature. 79%. C'est encore là. Et les auteurs le précisent, aucun des plastiques produits en masse ne se biodégrade de façon significative. Le soleil fragilise la matière et elle se fragmente. Elle devient plus petite et elle ne devient pas pour autant moins présente. Sur la même trajectoire, il prévoit environ 12 000 millions de tonnes accumulées d'ici 2050. Et ensuite, elle rentre. 2020, des microplastiques sont détectés dans les placentas humains. 2022, une équipe de l'Université libre d'Amsterdam en trouve dans le sang, dans 17 échantillons sur 22 donneurs anonymes, le plus fréquent étant le PET, celui des bouteilles de boisson.
Depuis, on en a détecté dans les poumons, le foie, les reins, la moelle osseuse, le lait maternel et le cerveau. Les travaux de l'équipe de Matthew Campen au Nouveau-Mexique trouvent des concentrations plus élevées dans les échantillons des cerveaux prélevés en 2024 que dans ceux de 2016. La courbe monte, et elle monte comme monte la courbe dans l'environnement. Je dois être honnête là-dessus et je préfère le dire moi-même avant qu'on me le reproche, les effets exacts sur la santé humaine ne sont pas encore connus. Ils sont en cours d'évaluation. On ne peut pas encore chiffrer proprement les dégâts et je ne vais pas inventer un bilan. Ce qui est établi, ce n'est pas le dégât, c'est la présence. La contamination n'est plus une hypothèse. L'écart, c'est à un bouton, un gobelet, une intention parfaitement banale, parfaitement innocente, jeter un objet sans valeur après s'en être servi 4 minutes. Et à l'autre bout, une couche géologique permanente et une matière qu'on retrouve dans le corps des nouveau-nés. Et voilà pourquoi c'est pour moi le numéro 1. Et je sais que certains d'entre vous auraient mis Haber ou le plomb. Mon argument est celui-ci. Haber savait qu'il changeait l'agriculture mondiale. Midgley savait qu'il équipait tous les moteurs de la planète. Ils se sont lourdement trompés sur les conséquences, mais ils avaient conscience de l'échelle de ce qu'ils faisaient. Ici, il n'y a même pas ça. Il n'y a aucune intention à la hauteur du résultat. Personne n'a signé, personne n'a rien décidé. Des milliards de gestes minuscules, chacun raisonnable pris isolément, ont produit une modification permanente de la biosphère et de nos propres tissus. L'écart maximal, ce n'est pas quand on se trompe beaucoup, c'est quand on ne pense à rien du tout et que ça change tout. Et le compteur, c'est qu'il a fallu environ 20 ans pour couvrir la planète et environ 60 ans pour arriver dans le sang. Bon, c'était un peu long, c'était technique, mais on a nos 10 cas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Reprenez-les mentalement et vous allez voir apparaître le même squelette à chaque fois, sans exception. Un problème réel au départ. Pas un caprice, des moteurs qui cognent, des frigos qui tuent, une famine annoncée, des oiseaux qui mangent le grain, des ménagères écrasées sous les corvées. À chaque fois, la solution répond à une vraie souffrance. Une solution qui fonctionne. Ce n'est jamais un échec technique. Le fréon était un excellent réfrigérant. L'engrais nourrit la moitié de la population mondiale. Le plastique jetable a sauvé des millions de vies à l'hôpital et c'est encore le cas. Le calcul chinois sur les moineaux était arithmétiquement exact. Une qualité principale devient le vecteur du problème. L'inertie du fréon, la durabilité du plastique, la précision du calcul, l'efficacité de l'irrigation. Ce n'est jamais le défaut du produit qui tue, c'est sa qualité poussée à une échelle qu'elle n'avait pas prévue. Et enfin, un angle mort qui n'est pas une erreur de calcul, mais une case absente. Le placenta imperméable, les insectes qui ne sont pas dans le modèle, la dispersion atmosphérique, le sol qui n'est pas compté comme une ressource finie. 3 conclusions, et elles ne sont pas rassurantes. La première, l'intelligence n'a servi à rien, à peu près nulle part. Haber était un génie, Midgley avait plus de 100 brevets. Les alchimistes taoïstes ont écrit eux-mêmes le mode d'emploi du danger. Ce n'est pas un déficit de matière grise, c'est exactement l'organe manquant dont parlait Anders. La compétence technique et la capacité de représentation sont 2 facultés différentes et rien ne garantit qu'elles progressent ensemble. La deuxième, et celle-là elle fait mal, il y a presque toujours eu quelqu'un pour prévenir. Zhu Xi et Cheng Xiaohin en Chine, Frances Kelze à la FDA, Molina et Roland pour l'ozone, et même ce texte chinois du 9e siècle qui décrivait le danger avant tout le monde. L'information existait, elle était disponible, elle était parfois publiée dans les plus grandes revues du monde, elle n'était juste pas audible, parce qu'en face, il y avait un bénéfice immédiat, tangible, quantifiable, et que la mise en garde portait sur quelque chose d'invisible et de lointain. Entre un bénéfice qu'on touche et un risque qu'on doit imaginer, notre espèce choisit le bénéfice à peu près à tous les coups. Et attention, ce n'est pas juste de la lâcheté ou de la corruption, c'est le même défaut d'imagination appliqué cette fois à ceux qui écoutent. La troisième, c'est le compteur. Reprenez-le. 500 ans pour la poudre, 3 siècles pour le sel de Sumer, 50 ans pour l'imprimerie, 50 ans pour les lapins, puis 30 ans pour le fréon, 50 pour l'engrais, 4 ans pour la thalidomide. Et puis, dans le 3e âge, 2 ans pour éradiquer les moineaux d'un pays entier. Le compteur ne descend pas
de façon régulière. Il descend par saut. Et il saute à chaque fois qu'on invente un nouveau moyen de diffuser. La presse, le bateau à vapeur, l'usine, l'État moderne, le marché mondial. Ce n'est pas le savoir qui accélère, c'est la distribution. Autrefois, on avait le temps de constater les dégâts avant que la chose soit partout. Cette fenêtre entre c'est répandu et c'est irréversible, c'est exactement là que se joue la possibilité de corriger. Et elle se referme. Et donc, il y a en ce moment sur cette planète une technologie qui coche absolument toutes les cases de ce classement. Toutes, une par une. Elle répond à des problèmes réels, elle fonctionne réellement, comme le fréon fonctionnait, comme l'engrais fonctionne. Elle est présentée comme sûre par ceux qui la fabriquent. Elle est inerte en apparence, elle ne brûle pas, elle n'explose pas, elle ne sent rien. Elle ne laisse aucune trace physique dans votre cuisine, exactement comme le fréon. Et surtout, les gens qui la construisent disent eux-mêmes publiquement dans leurs publications qu'ils ne comprennent pas complètement comment elle fonctionne à l'intérieur. Vous l'aurez deviné, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, le compteur, parce que c'est là que ça devient sérieux. L'application qui a lancé la vague grand public a atteint 100 millions d'utilisateurs mensuels en 2 mois. 2 mois. Le chiffre vient d'une étude UBS reprise par Reuters en février 2023. À titre de comparaison, TikTok avait mis 9 mois, Instagram 2 ans et demi. Les analystes d'UBS ont écrit qu'en 20 ans à suivre le secteur, ils n'avaient jamais vu une application se diffuser à cette vitesse. Aujourd'hui, on parle de centaines de millions d'utilisateurs par semaine. Reprenez la liste. 500 ans, 300 ans, 50 ans, 30 ans, 4 ans, 2 ans. 2 mois. Il n'y a jamais rien eu d'aussi rapide dans l'histoire de notre espèce. Jamais. Et la fenêtre pour corriger, celle dont je vous parlais, elle est proportionnelle à ce chiffre. Je vais être clair sur ce que je dis et sur ce que je ne dis pas. Parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire n'importe quoi. Je ne dis pas que je sais ce qui va se passer. Ce serait exactement l'erreur inverse. Et la leçon de cette vidéo, c'est justement que personne n'est capable de se représenter les conséquences de ce qu'il fabrique. Y compris moi. Je ne suis pas plus doué que Midgley. Ce que je dis, c'est que la forme est identique. Le motif que je viens de vous décrire, celui qui revient dans 10 cas, est présent ici en entier. Et le compteur, lui, n'est pas une interprétation. C'est un chiffre. Il y a 15 ans, quand je parlais de scénario d'effondrement, l'intelligence artificielle n'entrait même pas dans mon top 3. Je citais l'énergie, la finance, le climat et l'eau. Aujourd'hui, elle est en haut de ma liste. À l'époque, Terminator était un film. Aujourd'hui, c'est du domaine du possible, voire du probable. Et il y a un point qui me reste en travers, et je vais l'assumer quitte à ce que ça vous fasse tiquer. À quel moment est-ce qu'on nous a demandé notre avis ? Sur aucun des 10 cas de cette vidéo, il n'y a eu de vote. Personne n'a demandé aux gens de 1955 s'ils acceptaient d'avoir du plastique dans le sang de leurs petits-enfants. Personne n'a demandé aux Narouans de 1900 s'ils voulaient que leurs arrière-petits-enfants vivent sur 300 mètres de côte. Et personne ne nous a demandé si on voulait que le monde entier bascule en quelques mois sur une technologie que ses propres créateurs n'expliquent pas. Ça se décide ailleurs, entre gens compétents, avec de très bonnes raisons à chaque étape. Et nous, on hérite du résultat, sans recours et sans marche arrière. Ce n'est pas du complotisme de dire ça, c'est une description de la procédure. Il n'y a pas besoin de réunion secrète, il suffit qu'aucune procédure n'existe pour poser la question. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pas grand-chose de spectaculaire honnêtement, mais 3 choses. La première, arrêtez d'attendre un scandale. Il n'y en aura pas. Dans ce classement, le signal n'est jamais arrivé sous forme de scandale. Il est arrivé sous forme de chercheurs ennuyeux avec des courbes, moqués pendant 10 ans, publiés dans des revues que personne ne lit. La prochaine alerte ressemblera à ça. Elle sera chiante, technique, mal titrée et elle passera inaperçue. Si vous attendez un signal spectaculaire, vous attendrez d'être de l'autre côté de la fenêtre. La deuxième, posez systématiquement une question toute bête à ceux qui déploient. Décrivez-moi ce qui se passe si ça marche trop bien. Pas si ça rate, si ça marche. Parce que dans les 10 cas de cette vidéo, sans exception, la catastrophe est venue du succès du produit, jamais de son échec.
On passe notre temps à évaluer des risques de panne et l'histoire nous dit que le danger est toujours venu du fonctionnement normal. La troisième, et c'est la plus difficile, c'est de se méfier de nos propres chiffres. Le cas des moineaux devrait être affiché dans tous les ministères. Ils avaient un calcul juste. C'est la case absente qui les a tués. Quand on vous présente un modèle, la vraie question n'est jamais « est-ce que le calcul est bon ?» c'est « qu'est-ce qui ne va pas dans le calcul ?» Et personne ne peut y répondre à votre place parce qu'un modèle ne signale jamais ce qu'il contient. Et avant de conclure, je voudrais quand même vous laisser autre chose que du vertige, parce que tout ce que je viens de vous raconter donne l'impression qu'on ne peut rien faire, et ce n'est pas vrai. Je ne vais pas vous mentir, on ne s'extrait pas de tout ça. Le plomb, le plastique, l'azote, ils sont dans l'environnement et ils sont en nous. Et aucune habitude de vie ne va les faire disparaître. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est baisser la dose. Pas atteindre zéro, baisser la dose. Et sur des substances dont on ne connaît pas encore précisément les effets, baisser la dose est la seule attitude raisonnable. Ce n'est pas de la panique, c'est de la prudence élémentaire. 4 leviers, et ils sont accessibles à peu près à tout le monde. Le premier, la nourriture. Du bio, oui, mais du bio direct producteur, avec quelqu'un que vous connaissez, dont vous avez vu les champs et à qui vous pouvez poser des questions. Ce label vous dit ce qui est interdit, la personne vous dit ce qu'elle a vraiment fait. Et si vous pouvez produire par vous-même, ne serait-ce qu'une partie, c'est encore mieux, parce que c'est la seule chaîne d'approvisionnement dont vous connaissez chaque maillon. Et je vous parle en connaissance de cause. C'est ce que je fais chez moi, sur ma ferme, et c'est une des raisons pour lesquelles je m'y suis installé. Deuxièmement, l'eau. C'est le poste que les gens négligent le plus, alors que c'est le plus quotidien. Renseignez-vous sur ce qui sort de votre robinet, sur la qualité réelle de votre réseau et soignez votre approvisionnement en conséquence. C'est la substance que vous ingérez en plus grande quantité tous les jours de votre vie. Ça mérite qu'on s'y intéresse une fois sérieusement. Le troisième, le lieu de vie. À exposition égale, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. S'éloigner des grands axes, des zones industrielles, des points de concentration, ça change réellement ce que vous respirez. Je sais que ce n'est pas un levier accessible à tout le monde du jour au lendemain. Mais quand un choix se présente, un déménagement, un changement de travail, sachez que ce paramètre-là compte autant que le loyer. Et le quatrième, celui dont personne n'aime parler, réduire les dépendances toxiques que vous choisissez. L'alcool, le tabac et tout le reste. Et je le mets en dernier exprès parce que c'est le seul de la liste où vous décidez vraiment à 100%. Repensez aux 10 cas de cette vidéo. Le point commun, c'est qu'on ne vous a jamais demandé votre avis. Vous n'avez pas voté pour le plomb ni pour le plastique dans votre sang. Là, c'est différent. C'est le seul endroit de toute cette histoire où la contamination passe par une décision qui vous appartient. Autant en profiter parce que ce sont les seules manettes qui sont entre vos mains. Aucun de ces 4 leviers ne vous rendra invulnérable. Et je ne vais pas vous vendre ça, mais additionnés sur une vie, ils font une vraie différence. Et surtout, ils vous remettent en position d'acteur au lieu de subir. Et ça, c'est déjà énorme. Et je finis là-dessus en revenant à mes arbres. J'en ai planté énormément et je sais très bien que c'est une goutte d'eau. Mais planter, c'est le seul geste que je connaisse qui oblige à se représenter un monde qu'on ne verra pas. Ça ne rapporte pas et ça ne se constate pas. Et il faut se forcer. C'est un entraînement à l'imagination. Et c'est exactement pareil pour tout projet dont vous savez que vous ne serez pas le dernier artisan à poser la pierre. Et si Anders a raison, si le problème est bien que notre capacité à fabriquer a dépassé notre capacité à imaginer, alors ce n'est pas notre technique qu'il faut muscler, c'est notre imagination. Si vous êtes encore là, alors félicitations, vous êtes capable d'écouter un raisonnement complet, avec des sources, une histoire, et ça veut dire que vous êtes capable de suivre un raisonnement complexe. Alors si vous y êtes arrivé, écrivez-moi jusqu'au bout en commentaire. Je réponds toujours dans les 24 premières heures de la vidéo et je mets un petit cœur à tous ceux qui me l'écrivent. C'est mon système de comptage artisanal et ça me fait vraiment plaisir de voir jusqu'où vous tenez dans ce genre de dossier très long. Et moi, ce type de dossier, je les adore. Deuxième dossier, et sur ce sujet, plus que sur les autres, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez parfaitement le droit de trouver que je me plante, que je noircis ou
que mon numéro 1 n'a rien à faire là. Et sur ce point précis, je pense que le débat est légitime et j'ai donné mon argument. Je demande juste 2 choses, que ce soit poli et que ce soit sourcé. Un commentaire de 3 mots pour me dire tu as tort, ça ne me sert à rien. Un commentaire qui me dit tu te trompes et voilà la source, ça me fait avancer. Et là-dessus, j'ai vraiment envie d'avancer. Donc si vous avez des cas, des études, des contre-exemples, balancez. Et ensuite, partagez cette vidéo dans votre entourage à quelqu'un par exemple qui bosse dans la tech ou dans l'industrie et qui vous a dit récemment que l'IA c'était juste un outil de plus. Cette personne n'a pas le temps de remonter jusqu'à Sumer, jusqu'au Fréon et jusqu'au Moineau pour voir le motif se répéter 10 fois. Vous venez de le faire à sa place. Envoyez-lui cette vidéo pour lui montrer que l'IA n'est pas qu'un simple outil, elle pourrait signer notre fin. Et ça lui économise du temps de travail. Et pour finir, ce dossier m'a demandé beaucoup de vérifications, parce que sur un sujet pareil, sur une vidéo aussi longue, la moindre légende urbaine décrédibilise tout le reste. Ce travail-là, il est gratuit pour vous. Il ne l'est jamais pour moi. Si vous voulez qu'il continue, il y a Tipeee, le lien est dans la description, et il y a l'adhésion à la chaîne directement sous cette vidéo. C'est ce qui me permet de passer des journées entières à recouper des articles de 1958 au lieu de faire du commentaire d'actualité à la chaîne. Merci à ceux qui le font déjà. Et si vous n'en avez pas les moyens, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. C'est très important pour que cette vidéo sorte de l'ombre. C'est un dossier long, certains l'aiment, d'autres pas. Envoyez le signal que vous l'avez aimé. En attendant, moi je retourne travailler parce que ça va pas se faire tout seul. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.